Bonjour à tous, chers amis. Nous allons parler aujourd'hui du cas Trump et puis on va parler aussi du cas Poutine parce que beaucoup de nos amis fantasment sur les grands leaders étrangers par comparaison avec l'absence de leaders chez nous. Tout simplement, donc on s'imagine que les autres ont mieux que nous. Alors nous allons parler d'abord du cas Trump. Le cas Trump, évidemment, est important. Donald Trump a été élu, je dirais pas par miracle, mais à l'issue d'une campagne extrêmement musclée et d'un travail militant considérable au sein du Parti républicain et en dehors du Parti républicain. Et effectivement, sur le papier, tout le monde annonçait Mme Clinton présidente. Et il a réussi à réveiller l'Amérique profonde pour se retrouver à sa tête, même s'il était minoritaire en nombre de voix. Le système américain est celui qu'il est, il a gagné suffisamment d'États pour devenir président. C'est un président inattendu, donc, qui était bien apprécié auparavant par le système, puisqu'il avait une émission télévisée, il pouvait se retrouver dans les épisodes du Prince de Bel-Air avec Will Smith dans les années 80-90, donc on voit bien qu'il était parfaitement accepté par le système et reconnu. Les Simpsons, dans un épisode, avaient d'ailleurs ironisé sur un Trump président, mais sans le décrire comme une sorte de réincarnation d'Adolf Hitler. Très concrètement, la campagne américaine contre Trump a été terrible. Les réseaux Clinton ont voulu absolument tout faire pour gagner, et donc Trump a lui-même utilisé une dialectique très musclée. Il a tapé fort, et ça a marché, il a été président. Mais je vais rappeler quelques éléments à nos amis qui fantasment sur Trump. D'abord, un président américain ne peut faire que 8 ans maximum de mandat, puisque c'est la loi américaine qui l'y contraint. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Trump, il reste 5 ans à faire. Donc, on sait bien qu'en 8 ans, un président américain ne va pas changer le monde. Et il ne va pas réussir à nettoyer le marigot comme il l'avait annoncé. Ça n'est pas possible, parce que son mandat est trop court pour cela. Il faudrait 16 ans ou 20 ans de Trump à la Maison-Blanche pour espérer changer les choses. Ajoutons autre chose, c'est qu'aux États-Unis, les Américains aiment bien équilibrer les forces. Or, le président américain n'est pas très puissant en réalité. Un président français, dans le cadre français, a plus de pouvoir qu'un président américain. Et il faut bien penser qu'il a un Sénat majoritairement républicain, mais les républicains du Sénat ne sont pas des gens que Trump a choisis. Ce ne sont pas des gens qui ont été élus sur une liste Trump, ce sont des gens qui sont républicains et dont certains sont extrêmement hostiles à Donald Trump. Il suffit de penser à l'ancien sénateur McCain qui était en tête contre Trump. C'est pour ça que Trump d'ailleurs était très satisfait du décès de son adversaire. Et donc, il a une chambre des représentants qui est hostile. Il faut voir que l'Amérique qui a élu Trump, c'est aussi une Amérique qui a élu une Palestinienne musulmane voilée, une jeune Mexicaine très à gauche, etc., etc. Et donc, c'est la même Amérique. Donc, s'imaginer que Donald Trump, il peut faire ce qu'il veut, alors qu'il y a une chambre des représentants hostile, c'est très naïf. Même si Trump avait un programme identitaire, ce qui reste à prouver, parce que ça, on fantasme aussi là-dessus, de toute façon, il ne pourrait rien faire. Est-ce que Donald Trump va empêcher les Euro-Américains d'être minoritaires sur le sol américain en 2042? Est-ce qu'il en a le pouvoir? Est-ce que le président américain peut relancer la natalité euro-américaine? Est-ce que le fameux mur est déjà construit? Est-il financé? Est-il commencé? Il a 5 ans pour finir son mur. Est-ce qu'il aura été fait, ce mur? Je suis sceptique. Et alors, évidemment, comme si ça ne suffisait pas, tout cela, il y a l'affaire Biden. Qu'est-ce que c'est que l'affaire Biden? Globalement, c'est que le fils Biden, Joe Biden, donc c'est un des pressentis adversaires, candidat du Parti républicain, Parti démocrate, pardon, excusez-moi, du Parti démocrate contre Trump. Il y en a d'autres, parce qu'il y a Mme Elizabeth Warren, il y a d'autres candidats démocrates, et Mme Clinton n'ira pas cette fois-ci. Le scandale Epstein va peut-être l'en empêcher d'une certaine manière. C'est-à-dire, à mon avis, elle a compris quand même la leçon, elle ne passera pas, elle ne sera pas présidente. Donc, ça se joue entre globalement Biden, Warren, et puis d'autres outsiders qui vont sortir du puits démocrate. Et donc, le fils de Joe Biden, visiblement, a traîné les pattes en Ukraine, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Bon, j'en sais rien non plus, et en tout cas, c'est pas clair. Et il est évident qu'en perspective des élections américaines futures, Donald Trump avait un petit peu envie de savoir ce qui se passait du côté de Biden. Alors, il aurait donc posé la question simplement au président ukrainien Zelensky, qui a été élu récemment,
en lui demandant, ben, globalement, est-ce que tu sais quelque chose sur Biden, quoi. Et ça a été interprété par la suite comme une intrusion pour se mêler, pour exiger d'un président étranger d'informer sur un candidat américain. Donc, Trump a balancé la vidéo, enfin l'enregistrement, mais alors ce qui est intéressant, c'est que c'est donc un agent de la CIA qui aurait été un lanceur d'alerte pour informer donc que Trump s'était mal conduit en demandant à Zelensky d'aller enquêter sur Biden. Et que donc ça légitimait un procès en faute, et donc ce qu'on appelle en anglais un impeachment, donc une procédure d'impeachment qui n'a jamais historiquement été menée à son terme. La seule fois où elle aurait pu être chaude, c'était sous Nixon, et Nixon avait démissionné avant que la question se pose, et Bill Clinton s'était excusé, lui, des mauvais comportements qu'il avait eus dans le bureau ovale. En conséquence de quoi, les démocrates ont fait voter une motion d'impeachment qui devra passer ensuite par le Sénat. Il n'y a à peu près aucune chance que la procédure aboutisse, mais c'est une façon de faire peur au président en place, de lui dire on va essayer de te révoquer. Donc méthode très douteuse, de mauvais perdants. Et Trump, évidemment, s'est défendu très durement, en parole, il a tapé fort, et il continue de taper fort, c'est pas du style Nixon, et c'est pas quand même la même faute, parce qu'on parle d'une conversation téléphonique entre deux présidents, et on peut s'interroger de savoir comment ça se fait qu'un agent de la CIA peut avoir connaissance d'une conversation entre deux présidents. Il semblerait que les conversations présidentielles soient enregistrées. Bon. Ce qui veut dire que Trump n'avait aucune intention de tromper le peuple américain, puisque s'il sait que c'est enregistré, bah évidemment, c'est bien que ce qu'il a fait n'était pas considéré comme une faute. Sinon, il aurait utilisé un système téléphonique extérieur, il aurait utilisé d'autres principes. Hein. Donc voilà. Et donc, il y a cette procédure d'impeachment qui va quand même gêner, malgré tout, Trump. Donc vous voyez bien que Trump, on n'a aucune certitude qu'il a nos idées. Moi, je pense que c'est l'entrepreneur américain par excellence, donc c'est pas non plus Ford, hein, c'est pas l'idéologie de... voilà, c'est clair que c'est un isolationniste, c'est clair que le slogan America First est certainement dans son cœur, c'est clair qu'il est opposé à l'immigration mexicaine, mais il n'a absolument pas une définition ethno-civilisationnelle du peuple américain. Il n'a pas du tout cette idée que les Euro-Américains seraient seuls légitimes sur le sol américain, avec éventuellement les Amérindiens. Il n'a jamais exprimé, contrairement à ce qu'on dit, de sentiments de haine à l'égard d'une autre communauté. On se souviendra que récemment, des conversations entre Reagan et Nixon, je crois, sur les Noirs, ont fait un scandale assez récent. On cherche d'ailleurs des noises à John Wayne, etc. On essaie de trouver dans le passé des grands acteurs américains blancs ou des hommes politiques blancs, des déclarations haineuses à l'égard de telle ou telle communauté. Voilà. Donc Donald Trump n'est pas Superman, c'est pas Clark Kent, il n'est pas journaliste des planètes, et il est simplement président américain pour encore 5 ans, peut-être s'il est réélu. Et voilà, c'est un bon signal que Trump ait été élu. C'est bien parce que ça montre que l'Amérique, ou qu'une certaine Amérique a conscience qu'elle est menacée et peut-être qu'il faut se défendre, mais il ne faut pas rêver. D'ailleurs, Trump n'a pas empêché le fameux lobby militaro-industriel américain d'agir. On voit bien en Ukraine et ailleurs. Trump, effectivement, est plutôt isolationniste. Ça n'empêche pas d'être en avant sur la question de l'Iran, même si sur la question de la Corée du Nord, par exemple, il a été un facteur d'adoucissement. On voit bien, par ailleurs, un paradoxe qu'on peut évoquer, c'est-à-dire que Donald Trump est un grand partisan d'Israël, il défend Netanyahou avec force, et il a été obligé récemment de dénoncer l'attitude d'une partie des juifs américains, parce qu'il faut savoir que les juifs américains sont plutôt à gauche et votent généralement démocrates, alors que les juifs israéliens et de plus en plus de juifs français ont tendance à voter de plus en plus à droite, voire très à droite. Et il a un peu reproché à cette gauche américaine en leur disant « Écoutez, je suis le président qui a fait le plus en faveur d'Israël. Il y a comme sa fille, il y a quand même l'épouse de Kushner qui est un rabbin. Donc on a un président américain qui est en grande faveur, qui est très aimé d'ailleurs des Israéliens, hein, et qui est en grande faveur auprès d'eux, mais qui est attaqué par ceux qui, de cette confession, votent à gauche aux États-Unis, et qui sont majoritaires.
Il suffit de penser à Soros, qui est un adversaire déclaré d'Israël, et de Netanyahou, hein, qui est quelqu'un qui est hostile à Netanyahou et la politique israélienne, sioniste, alors sans parler de Lieberman, hein, évidemment, ou de Ayelet Shaked. Donc voilà un président Trump qui dit quand même ce qu'il pense. Et c'est vrai que c'est rafraîchissant d'un point de vue politique pour l'Amérique et pour le reste du monde. Mais je le dis à nos amis, il est encore là pour au maximum 5 ans. Et dans 5 ans, qu'est-ce que vous aurez? Vous n'aurez pas la fille Trump. Hein. Donc voilà. Vous aurez peut-être un Mexicain à l'Élysée. À l'Élysée, excusez-moi. Ouais, pourquoi pas à l'Élysée aussi. Mais disons que vous aurez un Mexicain à la Maison-Blanche. Voilà. Ça peut arriver. Ou Madame Obama. Que sait-on? Une femme à la Maison-Blanche. Ouais, je tiens à l'Élysée, vous voyez, hein, à l'Élysée. Bon. Mais les Français ne sont pas encore prêts peut-être à cela. Enfin, en tout cas, on l'espère. Voilà ce qu'on peut dire sur l'Amérique. Alors, nous allons parler, en complément du cas Trump, du cas Poutine. Vladimir Vladimirovitch Poutine. Donc, Vladimir Poutine est aussi le grand fantasme de nos amis droitiers en France. Hein. Alors, certains m'ont accusé d'être trop russolâtre, poutinolâtre, etc. Donc, je vais faire un peu une mise au point sur ce sujet pour dire que c'est plus compliqué que ça. Moi, d'abord, je pars d'un principe, c'est que je me mets dans le point de vue russe. Le point de vue du russe, c'est de se dire que Helsinki a détruit la Russie, notamment Gorbatchev, évidemment, aussi. Ça, c'est l'erreur, parce que Gorbatchev a libéré le peuple russe du joug communiste, malgré lui. Et ça, il faut comme lui tenir gré. Et donc Helsinki a détruit la Russie, et Poutine a remis la Russie sur les bons rails. Il faut être honnête, c'est quand même une réalité. Le russe de base considère que Poutine a quand même fait du bon travail. Maintenant, je pense que le russe de base commence à avoir marre de Poutine aussi, parce que ça fait quand même presque 20 ans qu'il est au pouvoir, et le pouvoir, ça use. On sait quand même que le dirigeant russe s'est pas mal enrichi à la tête de l'État russe. Voilà, on ne peut pas considérer, en étant honnête, que ça soit parfait. C'est un moindre mal, il faut le souligner comme tel, mais de toute façon, le président russe ne peut pas sauver le monde non plus. Et il ne peut pas sauver la Russie non plus. Les sanctions russes, les sanctions américaines et européennes contre la Russie sont réelles. Il y a un impact économique. L'immigration chinoise, c'est pas du fantasme. L'immigration d'Asie du Central à Moscou, c'est pas du fantasme. Le cas tchétchène qui est toujours pas résolu parce qu'en fait, c'est pas parce que tu mets un islamiste que tu contrôles que c'est une bonne chose. Ça reste un islamiste, hein, Kadyrov. Donc le problème là-dessus, c'est que super Poutine, il faut quand même pas exagérer non plus. Poutine n'étant pas immortel non plus, de toute façon, il va bien falloir se poser la question de l'après-Poutine. Et l'après-Poutine, ça peut être très compliqué. Et on peut avoir une Russie qui tombe dans le piège libéral atlantiste. Donc, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que, comme Trump, Poutine ne sauvera pas la situation européenne. Poutine ne sauvera pas le monde européen de la décadence et de la déchéance et de la submersion migratoire éventuellement. Voilà. Donc cette mise au point, elle est là pour dire que, de toute façon, les choses ne vont pas se régler comme ça. Et le parti de l'intelligence a perdu à chaque fois. En Russie, il y a eu beaucoup d'occasions ratées de l'Union européenne et de l'Europe par rapport à ça. Et à ce titre, je vais vous citer quelques passages du dernier ouvrage de Mikhail Gorbatchev, donc Le futur du monde global, qui est sorti en français il y a quelques jours. Et il parle notamment du cas de l'Ukraine. Et c'est très intéressant, ce passage sur l'Ukraine montre d'abord la nullité de nos hommes politiques, et surtout, derrière, l'erreur monumentale que l'Union européenne a faite vis-à-vis de l'Ukraine. Donc voilà ce que dit Gorbatchev, ça mérite d'être lu. Il dit que les leaders de l'Union européenne ont manqué de sagesse politique et de vision à long terme. Ils n'en ont pas manqué, ils n'en ont pas. Tout simplement. Ils n'ont aucune vision, à part le mondialisme. Et voilà donc Gorbatchev dit qu'il s'est révélé dans la manière dont l'Union européenne a négocié l'accord d'association avec l'Ukraine. Puisque vous savez que dans la crise ukrainienne, un des éléments déclencheurs qui a mis à la porte finalement Yanukovych, c'est qu'Yanukovych a bloqué le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et d'association. Et que c'est ça qui a été le facteur déclencheur de l'Euromaïdan et donc de la révolte contre lui. Alors, n'était-il pas évident que cet accord touchait directement aux intérêts de la Russie? Évidemment, c'est à ses portes. Il aurait fallu que ces éléments soient abordés autour d'une table de négociation à laquelle la Russie aurait dû prendre part sur un pied d'égalité avec les autres interlocuteurs. J'ajoute que les Américains n'auraient pas eu de l'équation. En effet, la Russie était profondément intéressée, écoutez bien, par un partenariat avec l'Union européenne et l'Ukraine. Vous entendez bien, hein? Elle était profondément intéressée. Qui a bloqué? Les Américains. Et l'Union européenne qui n'a pas été capable de le faire. L'Union européenne n'a pas cherché, même pour la forme, à y intégrer la Russie.
On l'a simplement placé devant le fait accompli. Le résultat est connu, tout comme la critique acerbe exprimée par des hommes politiques expérimentés, tels Helmut Schmidt ou Helmut Kohl, contre ce genre de négociations. Beaucoup ont désormais l'impression qu'une scission irréparable a déjà eu lieu sur notre continent. Si c'est bien le cas, le préjudice subi par l'Europe sera énorme. Donc voilà ce que dit Mikhaïl Gorbatchev. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'avant de vouloir associer l'Ukraine à l'Union européenne, il aurait fallu se mettre de son côté la Russie. Il aurait fallu que ça se fasse dans le cadre d'une politique générale d'élargissement à l'Est pour bâtir la Grande Europe, la fameuse maison commune européenne qu'évoquait Gorbatchev. Voilà. Et pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Parce que l'Union européenne, c'est une fois de plus, mise sous la botte des États-Unis. Et voilà le résultat. Je pense que quelqu'un comme Sarkozy, qui avait bien négocié la trêve entre la Russie et la Géorgie en 2008, n'aurait pas fait cette erreur qu'un Hollande ne s'est pas gêné pour faire. Ça faut reconnaître que là-dessus, en Syrie aussi d'ailleurs, la France s'est complètement plantée. Et aujourd'hui, alors que les États-Unis demandent des sanctions contre la Russie, les États-Unis font du commerce avec la Russie, mais sanctionneraient les Européens qui s'amuseraient à faire la même chose. Voilà. Et ça continue, y compris sous Trump. Trump, d'ailleurs, vous voyez bien qu'il voulait se réconcilier plus ou moins avec la Russie. Et vous voyez bien qu'il ne le peut pas. Et il ne le peut pas parce qu'on l'a accusé d'avoir été élu grâce à la Russie, même si aujourd'hui cette accusation est tombée à l'eau. Donc de toute façon, si Trump veut trop aller faire la réconciliation avec la Russie, il va ressortir le dossier en disant « Ah mais attention, Trump, il joue la carte russe parce que... » Vous voyez? Donc Trump, de toute façon, est neutralisé. Vous voyez, on s'attendait à ce que Trump fasse des gestes forts avec Poutine, et il n'y en a aucun. Leçon de vie pour la droite nationale française et ses militants. Arrêtez de fantasmer sur les dirigeants des pays étrangers. Arrêtez de vous imaginer que Poutine et Trump, c'est fantastique. Arrêtez d'imaginer que vous pourriez avoir un Trump français ou un Poutine français, et que ce Trump français nous aiderait. Voilà, c'est un mythe. On pourrait parler du mythe Salvini. On a vu le mythe Strareux, qui s'est décomposé parce qu'il a fait des propositions à une jeune femme prétendument russe. Eh bien, en 10 minutes chrono, Strareux a perdu tout le crédit qu'il avait gagné. Et Salvini, c'est un homme nouveau, c'est un homme neuf, mais il a un passé. Donc Salvini, moi j'apprécie ce qu'il a essayé de faire, mais je vais arrêter de réoler les gens par principe. Cette idée comme quoi c'est mieux ailleurs est une connerie. Voilà, Poutine, il fait du bon travail malgré tout, mais il fait ce qu'il peut. Et Trump, il fait ce qu'il peut, et ils font peu. Ils font peu parce qu'ils peuvent faire peu, tout simplement. C'est pourquoi, quand je dis par exemple qu'il faudrait un Poutine européen, ou je pourrais même dire un Trump européen, c'est pas du tout dans la même perspective. Parce que quelqu'un qui dirigerait réellement l'Europe, une Europe qui irait de l'Islande à la Russie, lui aurait un réel pouvoir. Et si les institutions autour de ce dirigeant européen allaient dans le même sens que lui, eh bien vous doutez bien qu'on pourrait changer radicalement les choses. Ne pensez pas qu'on peut régler les choses dans les règles actuelles. Les règles actuelles sont faites pour qu'on ne les règle pas. Voilà. Donc, on arrête le mythe et on commence à préparer la vraie alternative politique.